Sandra Côté et Elisabeth Dehoux. Bonjour les filles. Bonjour, merci Marité. Bonjour tout le monde. Donc, Sandra Côté, je suis chargée de projet des rencontres régionales chez Prodef Esprit à Sherbrooke. Ah oui, c'est vrai. En fait, mon intérêt, d'où vient mon intérêt pour participer au panel multiculturel, c'est que j'avais un questionnement à savoir pourquoi dans nos rencontres régionales et même par le fait même dans nos délégués régionaux, on n'avait pas ou peu ou très peu de personnes issues des communautés ethnoculturelles. Merci Marthe, merci Sandra. Alors moi, je suis Elisabeth Dehoux, je suis chargée de projet pour représentation pour la région de Laval. Et moi, mon intérêt de participer à ce panel, c'est que j'ai une formation en anthropologie et je me suis toujours intéressée à la diversité des cultures, mais aussi à la diversité des façons de vivre et des façons de penser. Voilà. Je vais juste vous parler d'un peu du déroulement de notre panel. Donc, les 15 premières minutes, nous allons vous présenter chacune des panélistes pour une période de 15 minutes à peu près, c'est ça. Ensuite, avec Sandra, nous allons poser des questions aux 4 panélistes sur une période de 30 minutes. Et cette période-là est divisée en 2 parties. La première partie, ça va être les problèmes et les enjeux au niveau de la santé mentale. Et la deuxième partie, on veut des pistes de solutions. Et puis, suite à ça, nous aurons une période d'échange avec le public, à peu près 30 minutes. Vous allez pouvoir poser vos questions au niveau du chat ou en levant la main. Par contre, si vous voulez envoyer vos questions durant tout le long du panel, n'hésitez pas, on prendra vos questions à la fin. Et là, je veux juste vous nommer qu'il se peut qu'on finisse 15 minutes plus tard, donc soit à 14h45, mais un maximum de 15 minutes plus tard, pour pouvoir, si vous voulez, après ça, aller à l'autre événement et avoir une petite pause. Voilà. Je te cède la parole, Sandra. D'accord, merci Elisabeth. Alors, j'ai l'honneur de présenter notre première panéliste, qui est Floriana Viquez. Floriana a été chargée de projet de représentation à Laval. Durant son mandat, elle s'est particulièrement préoccupée de rejoindre les personnes de différentes communautés et a travaillé en ce sens. Elle est également candidate au doctorat en psychologie communautaire et elle a effectué un stage en relations thérapeutiques interculturelles. Floriana, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce stage? Oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci pour cet espace-ci. Et je tiens à mentionner, moi, je suis ici à Montréal et je tiens à mentionner qu'on est sur un territoire Mohawk non cédé. Je pense que c'est important de le souligner, d'autant plus le sujet qu'on traite aujourd'hui. C'est ça. Donc, dans le contexte de mon doctorat en psychologie communautaire, j'ai fait plusieurs recherches, plusieurs stages en lien avec la diversité culturelle, étant moi-même une femme de couleur migrante de première génération. On a identifié qu'il y a plusieurs aspects qui constituent des entraves, des obstacles pour les personnes qui sont migrantes de couleur, de première génération, allophones. Donc, des obstacles pour l'accès à de différents services. Donc, que ce soit les services de santé, les services accès à l'emploi, accès au logement, accès aussi aux services financiers et bancaires. Tous ces entraves-là se conjuguent et font en sorte que le parcours migratoire ou le parcours de vie d'une personne migrante ou pas migrante, mais de couleur, se complexifie. Donc, ces entraves-là
sont à de différents niveaux. Donc, il y aurait des entraves qui sont plus au niveau institutionnel ou organisationnel. Donc, il y aurait aussi des entraves qui sont plus au niveau interpersonnel. Et il y a des entraves qui sont plus niveau idéologique, culturel, pour le dire comme ça. Donc, tout ça s'articule et fait en sorte que, bon, il y a je peux parler d'exemples spécifiques, par exemple, les difficultés parfois dans la communication quand on va à l'hôpital, par exemple. Donc, si on appartient à un groupe minoritaire, peut-être on est allophone, peut-être ça fait pas longtemps qu'on prend des cours de français, on se comprend pas trop bien avec la préposée ou avec la secrétaire ou la personne qui est à la réception. Donc, comment qu'on compose avec ça, nous? Ça peut créer des frustrations, ça peut créer ou tout le contraire, hein, ça peut faire en sorte qu'on décide de se retirer et de pas aller au service. Ça peut aussi causer des frustrations et des difficultés pour la personne qui essaie de nous donner un service. Donc, ces personnes-là qui travaillent au sein du système de santé ont aussi besoin d'un accompagnement du système. Je parle par rapport à quelque chose de très concret, ne serait-ce que d'avoir des interprètes ou une personne ressource à qui on pourrait faire appel si jamais il y a une situation au niveau de la communication. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Après, quand je parle d'entraves qui se logent plus à un niveau culturel, idéologique, ça nous renvoie à tout ce qui est en lien avec les préjugés, les perceptions, les croyances qu'on a par rapport à de différents groupes ethniques. Donc, je peux vous parler dans les grandes lignes certaines croyances qui sont véhiculées par rapport à mon groupe ethnique d'appartenance latino-américain. Donc, on nous dit, sont sur le party tout le temps, sont pas sérieux, sont tout le temps en retard. Donc, quand moi, en tant que personne qui appartient au groupe latino-américain, je me présente quelque part, comment que je suis perçue par les autres de prime abord. Donc, est-ce qu'ils vont se dire, ah ouais, cette fille-là, tu sais, ouais, sûrement que, tu sais, on peut pas être comme louche, on peut pas trop faire confiance, sûrement qu'elle est pas trop sérieuse. Et à partir de ces repères-là que certaines personnes qui appartiennent à la société majoritaire ont, ils vont se faire une histoire, ils vont se faire une idée de qui je suis moi de prime abord. Donc, ce sont des éléments que je pourrais mentionner en ce moment qu'on a identifiés comme entraves pour les personnes qui appartiennent à de différents groupes ethniques. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Floriana. On va avoir l'occasion de se reparler un peu plus tard dans le panel. Merci. Et maintenant, merci. Maintenant, je vous présente notre deuxième panéliste qui est Natacha Piquet. Natacha s'implique depuis plusieurs années comme usagère de son CHSLD. Depuis 5 ans, elle fait partie du comité des usagers et grâce à la parole collective, elle sent que les choses changent. Et je dois mentionner aussi que Natacha s'est mérité un prix, le prix de l'excellence du CIUS Centre-Sud en 2013. Elle était la seule résidente en nomination. Bonjour Natacha, peux-tu nous parler de ton projet? Ton micro il est fermé par contre, il faudrait tout ton micro. Merci. En fait, ce projet-là, c'est un projet d'accompagnement des nouveaux résidents. Oui. Moi, ça fait 28 ans que je suis là. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont supporté dans cette intégration-là. Mais c'est pas tout le monde qui a des familles, qui a des gens qui les supportent. Et déjà, pour moi, être intégrée en centre d'hébergement, ça a été difficile. Fait que je n'osais même pas penser à ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont rien. Donc, en 2012, j'ai commencé à cogiter là-dessus. Comment on peut faire pour mieux accompagner les nouveaux résidents, mais par les pairs.
Parce que c'est bien beau d'être accompagné par des infirmières, médecins, mais ne le vivent pas au quotidien comme un résident peut le vivre. Alors, voilà, de fil en aiguille, j'ai monté ce document-là. Et ça fait quand même 2 ans entre la première idée et la mise sur pied. Puis, tu avais quel âge quand tu es arrivée en CHSLD, Natacha? 19 ans. 19 ans. Ouais. C'est un clash. Mhm. De là, de ce clash-là, est venue ton idée de projet. Oui, mais il a fallu que je me l'approprie, ce milieu-là aussi. Que je sois capable de bien vivre dedans, que je sois capable de dire, ben, c'est moi chez moi, j'ai fait ce que je sais, d'avoir une vie à travers ces milieux-là. Fait que ça a été long, ça aussi. Me retrouver une vie qui me convenait avec tout ça. Et après ça, bon, ça a été très long. Et après ça, bon, j'ai pu commencer à penser à ce projet-là. Mais pas avant. D'accord. Mais merci beaucoup, Natacha. Puis, c'est ça, on va avoir la chance de reparler avec toi aussi un peu plus tard dans le panel. Merci, Floriana. Merci, Natacha. Moi, je vous présente Fama Tunkara et Ernie Clément. Elles sont 2 amies du secondaire. Elles se sont connues à travers le basketball et elles ont décidé de créer un site web qui s'appelle My Mental Health Matters, Ma santé mentale compte, depuis 2018, ce site Internet. Puis, elles ont été gagnantes du Gala Dynastie de l'édition 2021 pour la catégorie organisme communautaire. Donc, Ernit, peux-tu me dire brièvement pourquoi vous avez décidé de créer ce site web? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, la raison, en fait, pour laquelle on avait décidé de créer My Mental Health Matters et en plus du site web, c'est simplement parce qu'on avait remarqué qu'il y avait vraiment un besoin dans notre communauté par rapport à la stigmatisation entourant la santé mentale. Donc, dans le milieu dans lequel on a grandi, c'est sûr que c'était un sujet qui était extrêmement tabou et qu'on n'avait pas réellement les ressources, que ce soit professionnelles ou émotionnelles, pour pouvoir nous rediriger, pouvoir nous aider et tout. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre sur pied, en fait, un organisme en plus du site web pour pouvoir, en fait, éduquer et sensibiliser les jeunes par rapport à la santé mentale. Merci beaucoup, Ernest. Juste avant de présenter Fama, Marité nous lance un petit vidéo. Merci, Marité. Alors, cette vidéo vient du site Internet de My Mental Health Matters que Fama et Ernest ont créé. Alors, Fama, peux-tu nous dire un peu plus sur le projet Relations parentales, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde. Donc, le projet Relations parentales, on l'a fait il y a presque 1 an déjà, en novembre dernier, où est-ce qu'on a posé à plusieurs jeunes issus des minorités visibles comment était la relation qu'ils avaient avec leurs parents, parce qu'on a réalisé que c'est ce qui nous forge, c'est ce qui définit nos relations avec les autres, comment on gère nos émotions, comment on parle de santé mentale aussi. Donc, à travers ça, ça nous a permis de réaliser que d'une façon ou d'une autre, on est tous influencés par nos parents et comment ils nous ont éduqués. Puis c'était une belle opportunité de discuter de ça avec beaucoup de jeunes, mais aussi de leur faire réaliser l'importance de ces relations et leur impact. Merci. Merci beaucoup, Fama. Donc, là, on va commencer vraiment les questions sur les enjeux. Sandra, je te cède la parole. Merci, Elisabeth. Oui, alors, on a de belles questions pour nos panélistes. Alors, je vais commencer avec Floriana. Une première question pour toi.
Est-ce que, selon toi, le réseau de la santé fait assez d'efforts pour accueillir les personnes issues de différentes communautés ethnoculturelles? Je dirais qu'on pourrait en faire encore plus. Euh, Malheureusement, il y a encore des lacunes c'est des lacunes qui vont au-delà du système de santé en tant que tel. C'est des lacunes qui sont aussi partagées par le système de l'éducation. Et ça parce que en tant que doctorante en psychologie, je vois les lacunes dans ma formation par rapport à justement l'approche auprès de personnes qui appartiennent à des minorités visibles et aussi par rapport justement à se re-questionner tous les enjeux de nos perceptions à nous en tant que, en tant qu'humains, mais aussi des personnes qui appartiennent à la majorité de la population. Il n'y a pas cet exercice-là qui devrait être à la base de vraiment se dire, bon, moi, là, qu'est-ce que je pense vraiment des personnes migrantes, des personnes réfugiées, des personnes qui migrent de façon involontaire. Donc, cet exercice-là qui devrait être à la base à travers toutes les formations et spécifiquement celles qui touchent à la santé et encore plus spécifiquement la santé mentale, elle n'est pas là. Donc ça se traduit après. Ça devient des professionnels qui n'ont pas suffisamment d'outils pour donner un service plus adapté à des personnes qui viennent de différents horizons. Donc, je dirais que oui, le système de santé a besoin de travailler ça, mais ça ne peut pas être un effort isolé du système de santé. Il faut que ça vienne vraiment de plus loin et que ça inclut aussi le ministère de l'Éducation, que ça inclut aussi les médias, que ça inclut plus une réflexion sociétale. Sinon, ça ne donne rien d'imposer des quotas ou d'imposer des mesures au corps médical, par exemple, s'il n'y a pas une réflexion et une compréhension profonde des enjeux réels que les personnes qui appartiennent à une minorité visible vivent au quotidien. Mm-hmm. Donc, ce qu'on retient, là, c'est vraiment, ça dépasse le réseau de la santé. OK, ouais. Réflexion de société, réflexion, changement au niveau système d'éducation et tout ça. D'accord. Merci, Floriana. Et une question pour Natacha. Peux-tu nous parler plus des obstacles que tu as rencontrés dans la réalisation de ton projet? Oui, une fois que j'ai tapé mon document pour le présenter à la direction, je suis arrivée dans le bureau, on m'a répondu mets ça sur la table, je le regarderai plus tard. Sur une tablette. Oui, exactement. OK. Et là, j'étais quand même un petit peu découragée parce que j'avais travaillé très fort pour monter ce document-là avec de l'aide de quelqu'un du milieu de santé. Et là, je me disais, OK, ça y est, c'est terminé. Parce que je me disais, si cette personne-là me boycotte, ça veut dire que mon projet ne pourra jamais naître. Alors, je suis repartie. J'étais vraiment découragée. J'appelle ma mère. J'étais presque en larmes. Et la première chose qu'elle me dit, bon, où est ton original? Ben, il est dans le bureau. Non, non, va chercher ton original, tu le ramènes dans ta chambre. Elle dit, je te jure que année, ça va payer. Je ne sais pas quand, mais ce projet-là doit voir le jour. Et effectivement, environ un an plus tard, on change de direction. Et la directrice que je rencontre par hasard à la cafétéria, à qui je parle de mon projet, me regarde et dit, ah, avez-vous écrit votre document? Je dis, oui. Elle dit, je donne rendez-vous demain matin dans mon bureau avec votre document. Oh boy, OK. OK.
d'accord. Et là, c'était comme, OK, il y a quelqu'un qui... J'ai peut-être un petit espoir, là, tu sais. Fait que je le jette dans son bureau. Et là, je la revois encore assise dans son fauteuil. Et là, qui lit le document une page à la fois. Mais le lire, je voyais vraiment comme elle lisait. Elle le pose, elle me dit, bon, on commence quand à les planter dans le centre. OK. Donc, ce projet-là peut exister. Elle dit, ben oui, il faut juste réunir les gens avec qui on va travailler. Et là, c'est parti comme ça. Ça a pris presque 6 mois à travailler avec une équipe qu'on avait montée. Bon, pour comment qu'on implante, de quelle façon, avec qui, bon, ça. Et je vais vous dire, c'était très, très valorisant d'avoir quelqu'un qui y croyait autant que moi. Je me rappelle ma mère. Je dis, maman, elle dit, je te l'avais dit que ça paierait, hein? Oui, c'est ça. Et le temps passé, puis un jour, ma collègue de travail me dit, ah, elle dit, j'ai pensé à ton projet pour Dégalodicius. Pardon? Elle dit, oui, oui, elle dit, c'est un beau projet et tout. Je fais comme, OK, mais bon. Envoie mon inscription. Mais moi, je ne croyais pas du tout, là. Je veux dire, bon, OK. Là, je suis chez moi, je reçois un courriel de la part de l'organisation. Je me dis, bon, félicitations, Mme Piquette, votre projet a été sélectionné parmi les finalistes. Oh, boy! J'ai fait comme ça se peut pas. Je suis finaliste. OK. OK, right. OK. Et là, j'étais comme un enfant de jour de Noël, c'est extraordinaire. Mais encore là, je me suis dit, on ne s'emballe pas, on y va. Et je me souviens très bien, on me dit, ben, place-toi là, parce que si par hasard ton projet est appelé, tu vas être plus facile pour être enceinte. Et là, bon, il y a la catégorie, on nous nomme, et ils disent, le gagnant est, il nomme mon projet, mais je ne bouge pas. Je suis là, je la regarde partout. Il a fallu que ma collègue fait comme, hey, c'est ton projet, va en avant. Oh mon Dieu, j'ai été nommée. Oh mon Dieu. Et comment est-ce que ton projet, est-ce qu'il y a un nom? Non, pas vraiment. L'accompagnement des nouveaux résidents. Je n'ai pas donné de nom. OK. On aurait pu, mais je n'ai pas donné de nom en particulier. C'est l'accompagnement des. Oui. Ouais. Mais là, avec la COVID, ça a fait comme. Ça a tout foutu le camp. On va probablement le remettre sur rail, mais je ne sais pas quand, parce que c'est un peu compliqué avec les mesures qu'on nous impose. Mais bon, on verra dans un an si il y a moyen de le repartir, mais au moins, je suis confiante que ça peut repartir. On l'a déjà fait. Oui, tu es une personne très persévérante, puis c'est une belle histoire. Mais vraiment une belle histoire. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Elisabeth? Oui, merci Sandra, merci Natacha, merci Floriana. Alors, Fama, je suis rendue à toi. Peux-tu nous dire, au niveau de la santé mentale, peut-être qu'il y a peut-être certains tabous parmi certaines communautés ethnoculturelles, peut-être certains obstacles qui font que les gens ne vont pas consulter. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, il y a beaucoup de cultures issues de l'immigration où est-ce que la santé mentale, c'est un sujet tabou. C'est souvent associé à, par exemple, des esprits, c'est associé à juste être fatigué, à être paresseux. Donc, si tu as des symptômes dépressifs et tu ne vas pas bien, on va juste te dire, va dormir, va prier, va faire ci, va faire ça, au lieu de nécessairement prendre en considération que la personne, elle a vraiment un problème et qu'elle a besoin de support et soutien. Puis, ces obstacles, c'est qu'à un certain point, on nous inculque qu'il ne faut pas demander de l'aide, il faut juste
prendre sur soi. Et c'est ça qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas aller consulter. Donc, ça, c'est un enjeu où est-ce que culturellement, on ne nous permet pas de parler de nos problèmes de santé mentale et que par la suite, on ne va pas aller chercher de l'aide. Ouais, je pense que ça répond pas mal à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fama. C'est bien résumé. Merci beaucoup. Donc, Ernit, ça serait à toi que j'ai la prochaine question. Ernit, tu nous as parlé un peu d'une certaine anxiété de performance, surtout chez les immigrants, les descendants d'immigrants, peut-être plus chez les jeunes, chez les femmes. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, pour les jeunes immigrants, puis les jeunes femmes aussi, ce qui arrive, en fait, c'est que souvent, on est issu d'une famille où performer, c'est vraiment comme dans les priorités, comme numéro un dans la famille et tout. Puis surtout pour les jeunes immigrants, c'est souvent des parents qui sortent de la misère dans leur pays, qui viennent soit au Canada, aux États-Unis ou bien en Europe pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Donc, souvent, les enfants, bien que les parents ne disent pas explicitement que ils souhaitent absolument qu'ils réussissent, mais implicitement parlant, c'est ce qui est requis de ces enfants-là, dans le sens que je souhaite que tu ailles à l'université ou je souhaite que tu aies un bon travail, il faut que tu puisses il faut que tu puisses nourrir ta famille et tout. Donc, tout ça, c'est des petits commentaires des fois qui font en sorte que comme les jeunes, mais ils sentent ce besoin-là, ils ressentent cette pression-là, en fait, de devoir performer tout le temps. Donc, ça devient une pression, surtout à l'école, sur le point de vue académique, dans le sens que pour une grande partie des jeunes immigrants que si on ne performe pas bien à l'école, on va échouer dans la vie automatiquement parce qu'on n'aurait pas de diplôme. Si on n'a pas de diplôme, on n'arrive pas à trouver un bon travail et tout. Donc, ça vient créer comme un stress assez important. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on va avoir à l'école, là, surtout qu'on appelle l'anxiété de performance. Donc, quand c'est le temps d'arriver pour écrire un examen, passer des quiz ou même que ce soit pour aller jouer dans les sports et tout, quand vient le temps de devoir performer à son meilleur, bien à ce moment-là, il vient avoir comme un blocage de la part de cette personne-là qui fait en sorte qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir bien performer. Puis à ce moment-là, bien, ça en découle comme plusieurs conséquences par rapport à ça. Donc, c'est ça. Merci. Je me souviens qu'à un moment donné, tu nous avais parlé, tu m'avais dit le fait d'être une femme noire qui avait comme une espèce de pression. Clairement, et toi, vous m'aviez parlé. Est-ce que juste vous glisser un petit mot brièvement, terminer peut-être? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, non, c'est ça. Donc, quand on est, pour les jeunes femmes noires, surtout, la façon dont on est éduqué versus en comparaison avec nos frères, par exemple, bien, c'est vraiment différent. Comme les parents sont toujours un peu plus sévères envers les filles qu'envers les garçons. Donc, que ce soit pour la question de juste pouvoir sortir, la façon dont on peut s'habiller, se coiffer, qu'est-ce qu'on apprend à faire, qu'est-ce qu'on décide d'étudier ou quoi que ce soit. Plus souvent, il y a une pression beaucoup plus intense sur les jeunes filles qui fait en sorte que quand elles grandissent, elles vont grandir avec une estime de soi beaucoup plus faible par rapport à des garçons, peut-être de leur âge, qui sont de la même culture et tout. Puis ça, c'est vraiment un phénomène qui est observable dans presque toutes les cultures immigrantes. Ça se démontre de façon différente, mais c'est toujours le même point culminant. Donc, des fois, on va rencontrer des jeunes filles quand elles ont 15, 16, même des fois 25, 30, 35 ans. Puis comment elles vont parler d'elles-mêmes, vous allez voir que comme elles ont une façon un peu dénigrante, je pourrais dire, de parler d'elles-mêmes. Donc, quand c'est temps de se valoriser, bien, elles vont souvent essayer de se mettre comme... de se faire petite ou d'essayer d'être plus humble ou quoi que ce soit. Puis c'est ce qu'on appelle un peu des fois comme la fausse humilité. Puis justement, ça a un rapport avec l'éducation que les filles reçoivent quand elles sont plus jeunes, dans le sens que on leur impose beaucoup plus, dans le sens comme que ce soit pour les tâches ménagères, que ce soit de prendre soin de ses frères et sœurs qui sont plus jeunes, que ce soit de juste prendre des responsabilités d'adultes. Et tout souvent, les filles sont beaucoup plus, sont beaucoup plus poussées à grandir plus vite comparativement aux garçons. Donc ça aussi, ça joue beaucoup sur la santé mentale de ces jeunes femmes-là, mais aussi ça vient jouer aussi sur leur estime de soi et comment elles se perçoivent dans la société, en fait. Merci. Merci beaucoup, Hermine. Merci. Donc, Sandra, je te cède la parole pour les pistes de solutions. Merci. Merci, Elisabeth. Donc, on a vu là, tous les enjeux et les problématiques qui existent. Maintenant, ben, on pourrait peut-être regarder avec nos panélistes les pistes de solutions à ces problèmes identifiés. Donc, Floriana,
De ton côté, qu'est-ce que tu vois comme piste de solutions possibles pour améliorer les services offerts aux personnes des communautés ethnoculturelles? Je pense que ultimement, il faudrait commencer parce on pourrait identifier plein de pistes à de différents niveaux. Mais je pense qu'il faudrait commencer par nommer ces discriminations-là. Il faudrait commencer par nommer les traitements différents que les personnes qui appartiennent à une minorité visible reçoivent de différentes institutions. Donc, malheureusement, en ce moment, on a un gouvernement au Québec qui nie la discrimination systémique, qui nie le racisme, qui nie les injustices sociales envers les personnes de couleur et des immigrants. Si il n'y a pas cet élément-là de se dire oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, oui, ça ne veut pas dire que les individus sont méchants et qu'on n'est pas bon au Québec. Ça veut dire que c'est une construction idéologique qui perdure et ce n'est pas la faute des individus, c'est vraiment une construction sociale. Mais il faut commencer par le nommer, puis il faut commencer par se dire, bon, oui, il y a quelque chose à faire. Je pense que jusqu'à temps qu'on ne se l'avoue pas, ça va être très difficile de changer justement après les relations interpersonnelles ou les relations des individus avec les institutions d'une société, comme j'avais mentionné, que ce soit la banque, l'école ou les hôpitaux, CLSC et compagnie. Est-ce qu'à ta connaissance, est-ce qu'il existe des organismes spécifiques là, en lien avec ces problématiques-là qui supportent les gens des communautés ethnoculturelles à naviguer, je dirais, dans le réseau de la santé? Spécifique pour le réseau de la santé, ouais. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit Okay. en ce moment, spécifiquement pour cette problématique-là. C'est sûr qu'il y a des organismes communautaires qui ciblent différents groupes ethniques. J'avais fait partie de la table de concertation sur le racisme systémique ici au Québec. Donc, il y a des initiatives un peu comme ça. Peut-être que c'est des initiatives qui ne sont pas articulées en ce moment. C'est des efforts qui sont faits un peu ici et là de façon isolée. Ouais. OK, mais merci beaucoup. Merci, Floriana. Ensuite, ma prochaine question s'adresse à Natacha. Alors, Natacha, tu nous as parlé tantôt de ton épopée, ton aventure pour mettre sur pied ton projet. Tu nous as dit que tu as vécu beaucoup d'obstacles et tout ça. Alors, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses, Natacha, de la réponse non? Et pour moi, ce n'est pas une réponse. C'est bon. Non, parce que... Non, mais pourquoi? Quels sont tes arguments pour me dire non? Moi, c'est ça que je veux. Un coup, tu me dis non, OK, mais pourquoi? Puis comment, toutes les fois que tu t'es fait dire non pour ton projet, comment tu te sentais intérieurement? Bon, c'est sûr qu'au début, c'était pas évident, mais on fait une carapace, puis on fonce. On dit, OK, ouais, OK, je vais aller voir plus haut. OK, toi, tu dis non? Parfait. Je vais aller voir quelqu'un qui va me dire oui. Et à chaque fois que c'est arrivé, des fois, la personne qui m'avait dit non avait eu vent et c'était... Je sais pas pourquoi. La personne est devenue super gentille avec moi et super courtoise. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais blague à part, c'est ça. Je n'accepte pas un non comme réponse de qui que ce soit. Ça, c'est famille. C'est tout à ton honneur. Très inspirant. Merci beaucoup, Natacha. Merci.
Elisabeth. Oui, je vais parler à Fama. Oui. Donc, j'ai vu que sur votre site web, vous aviez répertorié une liste de thérapeutes particulières. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, donc sur notre site web, on a une liste non exhaustive, par exemple, de thérapeutes de couleur qui sont issus de Montréal et de ses environs. Donc, ce sont des thérapeutes que les gens peuvent contacter directement pour avoir accès à de la thérapie, de la psychothérapie. On a mis en place cette liste-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient que parfois, ils allaient consulter un thérapeute qui n'était pas issu des minorités visibles et ils devaient expliquer tous les enjeux raciales, tous les enjeux de discrimination, tous les enjeux culturels à la personne. Donc, ils avaient l'impression qu'ils payaient le thérapeute pour l'éduquer, alors que tu payes le thérapeute pour plutôt avoir du soutien. Donc, avoir quelqu'un qui comprend un peu les enjeux que tu dis, c'est plus facile de se sentir compris, de s'ouvrir aux gens, puis d'avoir l'impression d'être écouté. C'est juste vraiment ce sentiment que les gens cherchent en premier. Puis, par contre, j'aimerais aussi souligner que c'est pas parce que cette personne est issue de ton milieu qu'elle va nécessairement faire un meilleur travail qu'un thérapeute qui est qui est non immigrante ou non qui est issu des minorités visibles. C'est juste que parfois, ça peut être plus facile d'expliquer certains enjeux comme la discrimination, puis le racisme qu'on vit au quotidien en tant que minorité visible. Donc, c'était dans cette optique qu'on avait mis en place le site web. Merci. Ça a vraiment été une excellente idée. Merci beaucoup, Fama. Et Ernest? Ton micro, Elisabeth. Bon, je pensais que je l'avais enlevé, je l'ai refermé, désolée. OK. Donc, Ernest, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, les différentes autres pistes de solutions que toi, vous avez pensées, Ernest et toi, Fama et toi? Oui, donc en fait, on avait pensé à pouvoir, disons, pousser plus l'idée de faire des séances de thérapie gratuites. Donc, l'idée qu'on avait derrière ça, en fait, c'est pas juste d'essayer d'envoyer les gens au public parce qu'on sait que comme au public, ils attendent pour consulter un professionnel en santé mentale. Des fois, ça peut aller jusqu'à 3 ans et parfois même plus. Donc, ce qu'on avait pensé, en fait, c'était vraiment de pouvoir trouver... comment dire, faire du sociofinancement et ensuite pouvoir financer des psychothérapeutes qui viennent du domaine privé et pouvoir ensuite offrir des séances gratuites à des personnes qui pourraient en avoir plus besoin. Ça, bien entendu, c'est un projet qui prend un peu plus de temps, qui demande beaucoup plus de labeur, mais disons qu'à court terme, je pense que ce serait vraiment d'essayer le plus que possible de rediriger les gens vers des ressources qui sont déjà comme disponibles et qui sont, disons, assez rapides et efficaces là, dans ce sens-là. Donc, que ce soit avec les assurances du travail, de l'école, que ce soit certains organismes communautaires qui œuvrent dans les quartiers et tout, on essaie le plus que possible d'être au courant de ces ressources-là pour ensuite, quand les personnes viennent nous voir, pouvoir leur fournir ces informations-là pour au moins un court laps de temps. Super. Merci beaucoup, Ernest. Merci. On a passé à travers un peu les discussions et les pistes de solutions. Je ne sais pas si le public, vous avez des questions, que ce soit par le chat ou en vous levant la main. On serait prête à les prendre. Ah, mais oui, on a une première main levée qui est Doris Provencher. Oui, alors bonjour tout le monde. Merci, c'est fort intéressant comme rencontre, comme échange. Moi, j'aurais une question. Ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des groupes de promotion, défense de droits santé mentale, il y a des groupes communautaires en santé mentale et c'est très difficile d'avoir des liens avec les différentes communautés pour plusieurs raisons que vous avez nommées d'ailleurs dans vos présentations. Comment on ferait, avez-vous des suggestions? Comment on ferait pour pouvoir... bon, excusez, j'ai un petit oiseau ici qui veut parler avec moi. Comment on ferait pour se parler? Contacter, par exemple, je sais qu'il y a un organisme à Montréal-Nord, mais c'est
c'est pas toujours évident. Donc, avez-vous des idées, suggestions? Voilà. Merci. Excellente question. Est-ce qu'il y en dans nos panélistes qui aimerait répondre à cette question? Peut-être je peux commencer un peu avec mon expérience en tant qu'ex chargée de projet représentation à Laval. Et c'est un des mandats que je m'étais auto-imposé d'aller chercher justement des groupes ethniques divers. Je m'étais dit, si je m'instrumentalise moi en tant que mon corps de femme de couleur, peut-être que ça va aider à briser un peu la glace. On se ressemble, on sait que peut-être qu'on aurait... ça a été un peu difficile. Aussi, j'ai ciblé. Après, je me suis dit, bon, peut-être que si je cherche des organismes qui sont déjà un peu plus organisés en santé mentale, comme les organismes anglophones à Laval, peut-être que ça va fonctionner un peu mieux. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va se construire sur le temps et c'est en persévérant. C'est vraiment en tentant des perches continuellement parce que, dans la littérature aussi, on sait qu'il y a un niveau de méfiance, il y a un niveau de peur à reproduire des enjeux de discrimination, de ne pas trop savoir quel est le niveau comment dirais-je, de solidarité ou quel est le niveau de compréhension de notre réalité. On ne veut pas reproduire à nouveau des enjeux de pouvoir. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se construire sur le temps et avec de la persévérance et de l'ouverture, puis juste à continuer à les inviter, même s'ils ne se présentent pas. Je pense qu'à un moment donné, ça va débloquer. Mais ouais, je pense que ça va être plus sur le long terme, ce travail-là de construction de liens. Ouais. Merci, Floriana. Doris, est-ce que tu voulais compléter? Vous savez, moi, je pense, peut-être je me trompe, mais enfin, je pense que devant les abus de la psychiatrie, je pense que tout le monde est à peu près égal, à mon avis. Ça fait assez longtemps que je vois des gens par rapport qui sont malmenés, qui sont maltraités par le système psychiatrique. Et ça, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, ça n'a pas nécessairement de couleur ou ça n'a pas nécessairement une nationalité ou ça, tu sais, c'est le système qui est basé sur la coercition. Donc, c'est un peu la même chose pour tout le monde. Alors, je me demandais, puis entre autres avec, moi, je viens de découvrir votre site, Mesdames Fama et Ernit. Je vais aller le voir, je vais aller y faire un tour. Mais tu sais, je pense que comment et peut-être essayer de développer des liens parce que les droits, tu sais, c'est les mêmes droits pour tout le monde au Québec. Alors donc, moi, je pense qu'on aurait tout avantage à pouvoir se parler plus, à pouvoir faire des contacts. C'est sûr, je suis d'accord avec toi, là, Floriana, il faut insister, il faut le travailler, il faut se faire connaître, puis de l'autre côté aussi, il faut qu'il y ait, tu sais, il faut que ça marche des deux bords un peu, hein? Ça serait tellement merveilleux. Alors donc, mais je pense que c'est une première, en tout cas, puis moi, j'ai espoir qu'on va pouvoir développer, du moins, en tout cas, de se connaître. Déjà ça, c'est déjà pas pire. Puis pour voir, parce que on est tous sur la même planète par rapport je pense, par rapport à la psychiatrie, malheureusement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous êtes... Fama et Ernit, est-ce que vous vouliez dire un petit mot? Je ne sais pas. Oui, non. Ça fait du sens. Non, on est totalement d'accord avec ça. Honnêtement, pour ce qui est de la façon de pouvoir, comme disons,
comment dire, inclure comme d'autres organismes et tout. Comme Floriana l'avait expliqué, c'est vraiment juste de contacter ces organismes-là et de voir, et à partir de là, de voir comment est-ce qu'on peut collaborer et tout. Donc, souvent, c'est juste un petit email comme bonjour, j'ai vu votre page Instagram ou j'ai vu votre site web, ça a l'air vraiment intéressant. Voici ce que j'aimerais faire. Est-ce que vous pouvez m'aider ou est-ce que vous pouvez me rediriger vers d'autres ressources? Puis, honnêtement, souvent, comme ça marche assez bien. C'est vraiment juste une question d'être sûr d'être toujours sur la même longueur d'onde et de s'assurer que, disons, les projets s'alignent et respectent les valeurs des deux parties, là, disons. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ta question, Doris. Est-ce qu'il y a une prochaine question? Oui, Marité, ben oui, c'est parce que ta main jaune est dans le rond jaune de ton... On ne voyait pas ta main. Vas-y, Marité. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Doris, puis ça me fait penser à certains enjeux sur lesquels on est présent, puis que peut-être qui résonneraient plus au sein des communautés ethnoculturelles, comme le taser, tu sais. Dernièrement, il y a eu l'Association des groupes d'intervention en défense des droits, là, Doris est la directrice, puis eux autres ont travaillé là-dessus, sur cet enjeu-là du taser. Fait que peut-être comme un point où il y a peut-être plus je sais pas, quelque chose à aller chercher à ce niveau-là, justement parce que, tu sais, dernièrement, là, l'homme de Repentigny qui s'est fait tuer par les policiers, tu sais, on entend souvent parler, puis souvent, les policiers, je pense, vont intervenir de façon plus violente avec des gens, des personnes noires, par exemple, là, qui sont en crise, même s'ils agissent avec vraiment beaucoup de violence aussi, peu importe de quelle origine t'es, là. Fait que je suis en train de ça m'a fait penser à ça, là, ce que tu viens de dire, Doris. Fait que ma question, j'en ai plein, là, fait que je vais laisser peut-être aussi aux autres la chance d'en poser. Ernest et Fama, on avait parlé ensemble là, quand on s'était rencontrés d'un phénomène que vous aviez remarqué. Ben, en fait, que les dentistes avaient remarqué puis qui était comme plus fréquent, c'était le bruxisme. Fait que, je sais pas, je trouvais ça intéressant comme phénomène. Je sais pas si vous pourriez en parler un peu. Ah oui, c'était le phénomène à cause des gens qui sont de plus en plus stressés par divers enjeux. Ils ont remarqué, par exemple, que chez les jeunes enfants, il y avait beaucoup plus de dents qui étaient usées quand ils allaient chez le dentiste parce que c'était lié au bruxisme. Le bruxisme, c'est quand tu grinces les dents la nuit. Donc, on est de plus en plus stressé comme société, puis ça commence à un plus bas âge. Donc, par rapport à ça, c'est juste revoir en tant que société quels sont les moyens de faire que ce stress diminue, mais on dirait qu'on va dans une lancée exponentielle de plus de problèmes de santé mentale, plus de problèmes dans un bas âge. Donc, c'était ce dont on avait parlé. Merci. Merci, Marité. Est-ce qu'il y avait une autre question pour nos panélistes? Marité? Bah, tant qu'à oui. Fait que, Natacha, toi, comment tu as interprété le refus d'un directeur face à ton projet puis l'acceptation de l'autre directeur ou directrice? Comment tu réussis à expliquer ça? Ben, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Il y a des gens avec qui tu t'entends puis d'autres avec qui tu t'entends pas. Fait tu auras plus avec des gens avec tu as plus d'affinité ou de feeling, tu auras plus tendance à donner un coup de pouce. Versus quelqu'un avec qui tu as une maille à partir d'avance. Puis si tu reviens, il va faire comme non. Versus quelqu'un qui ne connaît pas puis qui. Ça, tu sais. Fait que moi, je ne l'ai pas interprété par rapport à mon handicap ou mon couleur. Je l'ai vraiment interprété par rapport au côté relationnel de la problématique. Fait que toi, c'est vraiment au niveau personnel. Oui. Tu penses pas, mettons, que le directeur qui t'a refusé une première fois, tu penses-tu que le directeur qui t'a refusé le projet une première fois, si tu avais été une autre personne,
est-ce que, d'après toi, il aurait accepté? Pour être honnête, je ne sais pas, mais je pense pas. Lui, comment il agissait avec les gens, je pense pas. Lui, c'était, en tout cas, lui, j'aimais le centre et voilà, je suis roi et maître. Laissez-moi gérer comme j'ai envie de gérer. C'était plus ça. Fait que je pense pas que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait eu plus de succès. Je suis pas certaine. Je sais pas, mais je pense pas. Merci, Madame. Natacha. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, Marie-Pierre? Ah oui, Claude. Claude Moreau. À toi la parole. Oui, c'est une question pour Natacha, justement. Moi aussi, je suis sur un comité de résidents dans un CHSLD. Puis, j'aimerais bien ça, voir ton document, là. Puis, je ne sais pas si tu permettrais que ton document serve dans d'autres CHSLD. Nous, on en a 4 à Sherbrooke, là. Puis, ils seraient peut-être intéressés à voir ça. Aucun problème. Et justement, moi, mon rêve, c'est justement que ça s'implante ailleurs. Ben, tu as juste à l'envoyer à Marité, puis elle va me le faire parvenir. OK, je me débrouille pour avoir une copie. Je me débrouille. Merci. Mais merci beaucoup. Wow, j'ai les frissons. Et moi Vraiment. donc? Je trouve ça vraiment, vraiment super. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude. Oui. Alors maintenant, je pense que la période de questions, ça va être terminé. Est-ce que non? Non, Marité, ben oui, ta main est encore dans le corrigeon. Vas-y. Désolée. Une petite dernière pour la route. Oui. Ben, ma question, c'est pour Floriana. Tu en as un peu parlé tantôt, mais j'aimerais ça peut-être t'entendre un peu plus là-dessus parce que ces temps-ci, je trouve, on a vraiment beaucoup parlé du manque de confiance des personnes des Premières Nations envers le réseau de la santé, tu sais, comme institution, là, tu sais, surtout, mettons, voyons comment on appelle ça, là, la DPJ, les hôpitaux, tu sais, il y a plein de cas là, de grosses erreurs qui ont été commises par le réseau de la santé. Fait que ça, on en parle beaucoup pour les Premières Nations ces temps-ci. Est-ce que tu dirais que c'est généralisé aussi à d'autres communautés culturelles? Wow, c'est vraiment une question. Je pense que ça me prendrait une couple de jours pour réfléchir comme il faut. Enfin, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais parce qu'en même temps, les migrants et la migration n'est pas une grosse masse homogène, dans le sens qu'il y a des personnes qui migrent comme réfugiés. Donc, c'est peut-être des personnes qui ne voulaient pas migrer, mais la guerre et, je ne sais pas, des désastres naturels dans leur pays ont fait en sorte qu'il a fallu qu'ils partent. Après, il y a des personnes qui migrent parce qu'ils veulent, mais ils migrent comme étudiants, puis après, ils se disent, bon, ben finalement, j'aimerais ça rester. Ou il y a des personnes qu'on va chercher dans leur pays parce que c'est des personnes qui ont des professions, qui ont des études, qui ont des expériences de travail. Donc, il y a vraiment différentes raisons pour migrer. Après aussi, on peut parler, maintenant que je vois Ernest Tefama, ça me fait penser que moi, je suis première génération, j'ai migré parce que j'ai décidé, mais mes enfants, eux autres, ils vont être des personnes de couleur, mais de deuxième génération. Donc, ils sont nés ici, mais ils ne ressemblent pas à la majorité de Canadiens ou Québécois eurodescendants. Donc, ça emmène d'autres enjeux. Mais je ne veux pas partir dans les branches de ta question, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se recoupent. Il y a beaucoup d'enjeux qui reviennent. C'est sûr que pour moi, l'enjeu des peuples originaires et autochtones, c'est un enjeu
très profond parce que c'est historique. C'est un enjeu transgénérationnel aussi. Donc, c'est quelque chose qui s'est construit depuis l'arrivée des Anglais et des Français. Donc, ça fait longtemps là, que ça se joue, ça fait longtemps qu'il y a eu des abus à de différents niveaux, donc des abus flagrants, comme enlever les enfants puis les envoyer dans les residential schools, je ne sais pas comment on dit ça en français, et les pensionnats. Les pensionnats, exactement. Et aussi, on voit bien comment que leur culture a été complètement abolie dans de différentes régions géographiques. Donc, quand on est puis on se développe en tant qu'humain, puis ce qu'on entend, c'est ta langue, ta culture, c'est pas bon, vous êtes paresseux, vous êtes alcoolique, c'est les drogues, vous êtes arriéré, vous n'avez pas de la civilisation comme nous dans les grosses métropoles. Donc, tout ça, ça reste. Tout ça, ça reste. Quand on voit que nos amis, quand on voit qu'il y a des suicides dans notre localité, puis tu grandis avec tout ça, on dirait que c'est un désespoir acquis. Il y a plusieurs jeunes qui finissent par se dire, bon, ben, c'est de même pour tout le monde, peut-être que c'est ça qui est comme normal. Fait que, quand les personnes même commencent à intérioriser justement tout ça qui vient de l'externe, tout ça qui vient d'autres cultures qui n'ont pas valorisé la sienne, c'est là qu'il y a des gros clashs. Donc, je pense que c'est des processus très différents, mais qui aboutissent malheureusement à des conséquences similaires, c'est l'exclusion, c'est le peu d'accès aux services qu'on a dans un pays développé. On habite au Canada, au Québec, on a beaucoup de ressources comparativement à d'autres régions de la planète. Donc, je pense que ça s'est construit et ça s'est développé d'une façon différente historiquement. Mais malheureusement, il y a des résultats similaires. Donc, parfois, on peut voir que des personnes migrantes, allophones, se sentent pas bien comprises. Et ça, je peux le dire maintenant en tant qu'interne en psychologie dans le système de la santé. Je le vois quand quelqu'un n'arrive pas à se faire comprendre ou, c'est pas évident. Mais ça résulte, la conséquence, c'est l'exclusion, puis la conséquence, c'est j'ai de moins bons services, puis je suis plus malade que peut-être quelqu'un qui est d'apparence eurodescendante. Je ne sais pas si c'était du charabia ce que je viens de dire ou si c'était clair. Mais vous pouvez me poser plus de questions. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Oui. Doris. Ben, j'aurais juste un petit complément d'information par rapport à ta question fort pertinente. Puis merci, Floriana. Ce matin, je parlais avec quelqu'un qui m'apprenait, vous savez, Manawan, hein, c'est le territoire au-dessus de Joliette, d'où venait Madame Echaquan. Oui. Et elle me racontait qu'elle a été en contact et il y a 2000 personnes qui habitent ce territoire. Et l'année dernière, je pense, il y a eu 200 hospitalisations involontaires. Il y a eu 200 personnes qui sont ramassées à l'hôpital de Joliette en garde en établissement. 200 sur 2000, là, c'est 10 de la population. Alors, oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, même s'il y a quelqu'un au Québec qui ne croit pas à ça, là, le racisme systémique, là, je pense qu'il y a quelque chose là. Et c'est une chercheure, alors donc, ça serait intéressant de voir dans les autres communautés autochtones, dans d'autres secteurs au Québec, sur d'autres territoires. Je pense qu'on serait pas mal surpris comme ils sont plus en prison, comme ils sont. Donc, la communauté autochtone est vraiment ciblée. Et pour les raisons que tu as nommées, entre autres, Floriana, hein, il y a un moment donné où il l'intègre et puis c'est comme, oui, c'est bien fucké, mais oui, il y a quelque chose. Alors, pour une suite,
l'année prochaine, avoir des gens, des représentants ou des représentantes des communautés autochtones, ça pourrait être, je pense qu'il y en aurait long à dire, puis je pense qu'il y en aurait long à nous apprendre aussi sur des façons de faire, traiter le monde qui ont des problèmes de santé mentale. Ça, je pense que ça peut être très instructif pour nous toutes et nous tous, sûrement. Excellente suggestion, Doris. Oui, Natacha. Oui, déjà pour moi, que je trouve abject, c'est mettre déjà dans des réserves. En partant. Comment j'ai pas bien compris, Natacha, ce que tu as dit. Qu'on mette déjà dans des réserves. Oui. Moi, je trouve ça abject. Oui. C'est comme si ces gens-là ne faisaient pas partie de la société. Exactement. Déjà, il y a des milliers d'années, on a volé leur terre. Et en plus, on leur dit, non, c'est ta terre, mais tu n'as pas le droit d'habiter. Non, moi, là, je vais te donner un petit coin là, puis bouge pas de là. Après ça, on se demande pourquoi il y a des problèmes mentaux. Il ne faudrait pas chercher plus loin. Exactement. Puis, juste dire que je pense que c'est cette semaine, on entendait encore qu'on parle au Québec, là, en 2021, il y a des communautés autochtones qui n'ont pas l'eau courante. Ils n'ont pas encore l'eau courante. C'est pas des farces, hein? C'est basique. Exactement. Merci, Natacha. Elisabeth, est-ce qu'on a des commentaires dans le chat? Puis on a juste Mme Patnon qui dit très belle rencontre. Merci infiniment aux panélistes pour notre partage et grande générosité. Elle doit quitter. Puis merci aux organisatrices. D'accord. Bien, je vois Vincent Vallée qui dit on parle beaucoup des questions liées à la santé mentale dans les communautés autochtones pendant les temps qui courent dans les médias. Je pense aussi que ce serait intéressant de les écouter, effectivement. Donc, oui, Vincent? Ben, peut-être le dire verbalement, en fait, c'est parce que à tous les jours, je regarde ce qui se dit dans les médias sur la question de la santé mentale. Puis j'avoue que c'est quelque chose qui revient souvent. Je dirais pas que c'est exclusivement au Québec, là, mais à l'extérieur, ben, dans le reste du Canada aussi, ils vont en parler quand même assez souvent, que ça a l'air d'être un enjeu où ils demandent beaucoup des réformes, des programmes, plus de ressources. Puis là, je sais pas si on en a entendu des personnes parler, là. Pour ma part, j'en ai pas entendu beaucoup. Fait que c'est ça, je trouve que l'idée de Doris, j'irais dans le même sens. C'est noté, Marité, pour l'année prochaine. Oui. Tu vois, mon frère, ça continue l'année prochaine. Oui. Je dois vous quitter, malheureusement. Bébé à la garderie. Donc, je vous remercie beaucoup pour cet espace. Mariana, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu pourrais seulement nous dire 2 mots qui évoquent chez toi ce que tu aimerais voir dans le futur au niveau des services et de la santé mentale? Ben, moi, je dirais solidarité et transparence. Super. Merci beaucoup. Merci, je vous laisse. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, Floriana. Et je pourrais demander aussi à nos autres panélistes la même question, soit 2 mots qui évoquent chez vous ce que vous aimeriez voir dans le futur au niveau des services et de la santé mentale. Natacha? Mais moi, 2 mots, c'est ouverture d'esprit et respect. Très bien, merci. Je peux y aller. Moi, oui. Je dirais gratuité puis compréhension. Des beaux mots. Ernit? Moi, je dirais comme inclusivité et, disons, inclusivité et le respect. Très bon, génial. Bien, là-dessus, je remercie nos panélistes. Je remercie qui étaient vraiment super intéressants.
et très généreuses dans leurs interventions. Et puis, merci aussi à tous les participants et participantes. C'était vraiment génial l'échange qu'on a pu avoir à cause de votre présence, entre autres. Et pour moi, c'était ça. Est-ce que, Marie-Pi, tu voudrais ajouter quelque chose, ou Elisabeth, ou quelqu'un d'autre? Je vois juste que Doris, son micro est ouvert. Doris, tu voulais dire quelque chose? Oui. Ben, moi, je voudrais vous féliciter, Elisabeth, Sandra, Marité et évidemment les Nid-Fama, les gens qui ont participé. C'est une première. N'oublions pas, c'est une première mondiale. Alors donc, hein, donc bon, on aurait espéré peut-être plus de personnes qui participent, mais c'est pas grave. C'est eux autres qui ont manqué quelque chose de fort intéressant. Puis, c'est une première et on va se revoir, je pense. Bravo, Oui. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, bye-bye tout le monde. Est-ce que, Marthe, veux-tu rappeler l'événement qui est à 3 heures? Au revoir. Elle a Merci déjà beaucoup. quitté. Bye. Ah oui, c'est OK. Bye-bye tout le monde. Merci. Merci Sandra, Elisabeth. Merci beaucoup, Merci. Nid-Fama. Merci Bon à tout le week-end monde. tout le monde. Merci, Natacha. Au plaisir. Bye-bye.